Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant de revenir sur cette motion, je souhaiterais d'abord rendre un hommage appuyé à nos forces de l'ordre et de secours qui ont été durement mobilisées depuis plusieurs semaines lors des manifestations et suite à l'attaque terroriste de Strasbourg. Face à la violence et au danger, elles ont toujours été notre rempart pour assurer notre sécurité. En ces tragiques circonstances, nous exprimons notre émotion et notre solidarité à l'endroit des victimes et de leurs proches. Nous venons aussi de vivre un nouveau week-end de violence en France avec des casseurs venus pour en découdre. Le bilan est marquant pour la France entière et la tension persiste. Des tirs de gaz lacrymogène aux abords des Champs-Élysées ont eu lieu. Plus de 1300 interpellations. De nombreuses vitrines brisées, des magasins pillés et des voitures brûlées à Paris. La journée du 8 décembre aurait même occasionné plus de dégâts qu'il y a 8 jours. Nous avons aussi connu des heurts et des dégradations dans plusieurs villes de France, comme à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Saint-Étienne et Nantes. De nombreux Français, notamment commerçants, ont connu un samedi noir avec de graves incidents. L'ordre public doit absolument être restauré. Si les Français ont le droit de manifester leur colère, rien ne justifie la violence et nous ne le tolérerons pas. Après un silence assourdissant pendant plusieurs semaines, nous avons enfin eu droit à une intervention d'Emmanuel Macron lundi soir. Le président, d'habitude si prompt à s'exprimer dans de longs discours fleurs avec ses « qu'ils viennent me chercher » devant sa confortable majorité, a été complètement paralysé devant les Français. Il est au pouvoir depuis 18 mois et il donne l'impression de découvrir les préoccupations des Français depuis 2 jours. À peine nous a-t-il gratifié de quelques déclarations lunaires en cette période de crise politique, accusant ce dimanche dans la presse, les médias et les réseaux sociaux de poison de la démocratie, pardon du peu, puis d'une citation presque romantique « Quand il y a de la haine, c'est qu'il y a aussi une demande d'amour ». Un chanteur de télécrochet n'aurait pas dit mieux. Dommage alors qu'il s'agisse du président de la République complètement déconnecté. On en aurait presque ri si la situation n'était pas si grave. On ne compte plus les sorties surréalistes du président Macron depuis son élection. En octobre, on n'a pas le droit de se plaindre à une retraitée. Je traverse la rue, je vous trouve un emploi. Les Gaulois réfractaires au changement. Ceux qui ne sont rien, les feignants. Lors du quinquennat de François Hollande, nous pensions pourtant avoir touché le fond en termes d'affaiblissement de l'image présidentielle avec l'affaire Leonarda. Finalement, Emmanuel Macron nous surprendra toujours, arrivant à arracher le record à son prédécesseur. Nous avions besoin d'un chef d'État, pas d'un chef de parti en déroute. Et finalement, lundi, Jupiter semble être redescendu sur Terre, annonçant plusieurs mesures, dont certaines que nous défendions depuis plusieurs mois. Nous sommes un parti responsable. Évidemment que nous ne critiquerons pas demain ce que nous proposions hier. Nous ne changeons pas de discours, nous ne pratiquons pas de double discours. Alors oui, l'annulation des hausses de taxes sur les carburants en 2019, le retour à la défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression de la CSG pour certains retraités sont des avancées. Alors oui, Emmanuel Macron reconnaît enfin ses erreurs et rétropédale. Mais monsieur le Premier ministre, convenez comme moi, que de temps perdu. Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires instaurée par Nicolas Sarkozy, précédemment supprimée par François Hollande, conseillé par son secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui s'appelait alors Emmanuel Macron. Supprimer la hausse de la CSG pour une partie des retraités, elle-même instaurée l'année dernière par toujours Emmanuel Macron, c'est un peu se moquer du monde. Annuler les hausses de taxes complètement folles sur les carburants, eh bien les députés LR le réclament depuis septembre 2017. Depuis 1 an, nous avons cessé de demander ces mesures. Qu'avons-nous eu en retour? Du mépris. Au final, nous tenons à saluer, après un accouchement très difficile, vos gestes d'apaisement. D'abord avec l'annulation des taxes pour 2019, même si c'est un peu tard pour revenir à la raison, puis la défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression pour une partie des Français de la hausse de CSG. Mais cependant, il reste une grande inconnue dans ce discours présidentiel, c'est la dépense publique. En annonçant ces mesures, le président n'a pas présenté une seule piste d'économie. Qui va payer? Notre crainte, c'est que les mesures d'aujourd'hui soient les impôts de demain. Et quand M. Dussopt nous explique que c'est l'État qui paye, souvenons-nous que l'État, ce sont les impôts des Français. Monsieur le Premier ministre, nous demandons solennellement à Emmanuel Macron de revenir à la barre, de récupérer le gouvernail, d'assumer sa politique et de tout faire pour un retour au calme. Car ce qui frappe le plus,
c'est que la chronologie de votre gestion de crise est effarante. Il y a 2 semaines, vous marteliez tous d'une seule voix que le cap était bon, circuler, il n'y a rien à voir. Encore persuadés que ce nouveau monde auquel vous vous targuiez d'appartenir était irréprochable. C'était un péché par excès d'orgueil, de confiance, par aveuglement. Il n'y a pas de nouveau monde, pas d'ancien monde non plus. Il y a une seule réalité, c'est celle que les Français connaissent chaque jour, que vous avez oubliée et méconnue depuis votre élection. Alors, soudainement, après l'aveuglement, est arrivée une prise de conscience tardive. Les classes moyennes, matraquées depuis plus d'1 an, ont dû redescendre dans la rue pour vous alerter. Et vos réponses n'ont pas été à la hauteur pendant plusieurs semaines. D'abord, un discours fleuve du président de la République pour annoncer tambour battant la création d'un nouveau comité Théodule sur le climat et une pseudo-concertation de 3 mois sur les territoires, alors que les hausses de taxes arrivent dans 3 semaines. Ensuite, des tergiversations gouvernementales. Votre majorité parlementaire qui se craquelle et appelle à une suspension des hausses de taxes. Puis finalement, vous annoncez, Monsieur le Premier ministre, un report de 6 mois des hausses de taxes et un possible retour de l'ISF, confirmé par la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, assurément spécialiste du sujet. Puis degré supplémentaire de la cacophonie qui entoure votre équipe, c'est finalement le ministre de l'écologie qui, le soir même, vous contredit, expliquant au nom d'Emmanuel Macron l'annulation des hausses de taxes pour 2019. C'est finalement le service presse de l'Élysée qui a été obligé de démentir votre prise de position sur l'ISF. Vous naviguez aussi à vue sur des sujets budgétaires majeurs qui ont des répercussions sur le porte-monnaie des Français. Bref, un vrai roman d'un style assurément surréaliste. Dommage qu'il s'agisse du quotidien des Français. Dommage qu'il y ait urgence. Je vous assure, nous avons du mal à vous suivre et les Français aussi. La réalité, c'est que vous aviez tout misé sur une stigmatisation, le pourrissement pour le mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes toujours suspendu au pari du délitement progressif du mouvement et un retournement de l'opinion publique. Vous avez été incapable de répondre au bon moment, en amont, aux cris de détresse. Essayez donc plutôt de retenir la leçon. Quand on répond au désespoir et à la colère par de l'arrogance, la situation ne peut que s'envenimer. J'ai moi-même reçu, comme de nombreux députés, des Gilets jaunes de mon département à ma permanence parlementaire. J'ai rencontré et entendu des Français exaspérés de ne pas être écoutés, qui ont le sentiment d'être oubliés par votre majorité, qui ne sont pas entendus. Pour eux, c'est toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, toujours moins de pouvoir d'achat au quotidien. C'est ce qu'ils soulignent aussi, et c'est aussi que le travail, leur travail, ne paie plus ou pas assez, qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois avec leur salaire, que certaines femmes que j'ai rencontrées doivent aussi renoncer à un emploi pour garder les enfants, que le cumul des revenus de l'assistanat paraisse parfois plus intéressant qu'un salaire. Ces gilets jaunes n'ont rien à voir avec les casseurs. Ce ne sont pas des ultra-gauches ou des ultra-droites, comme vous aimez à les dénigrer. C'est une France invisible, une France périphérique, à qui on ne donne pas la parole. Leurs témoignages m'ont touchée, et nous devons tous être conscients de leur situation, conscients que la valeur travail est en panne dans notre pays, et qu'il y a urgence à la remettre au centre du débat. Car le travail, c'est un vecteur majeur d'émancipation. Monsieur le Premier ministre, nous appelons votre gouvernement à retrouver le sens des responsabilités. Il en va de notre responsabilité collective d'élus. Notre objectif premier est de sortir de la crise, car malgré vos annonces, la colère des Français face aux raquettes fiscales reste aujourd'hui intacte, car Emmanuel Macron est aujourd'hui le président des taxes. Plutôt que de vous attaquer à la dette, vous préférez le matraquage fiscal avec toujours plus de taxes pour les Français modestes et les classes moyennes. Nos concitoyens n'ont jamais été autant taxés et sont aujourd'hui les plus taxés d'Europe. Plus de 7 millions de retraités ont vu leur CSG augmenter de 25%. Ils subiront un deuxième coup de massue l'année prochaine avec le quasi-gel des pensions de retraite que vous avez décidé. Votre décision de supprimer la hausse de la CSG ne concerne qu'une catégorie spécifique qui ne connaîtra pas de revalorisation de sa pension et donc pas de gain de pouvoir d'achat. Beaucoup n'ont pas vu la couleur de la baisse de la taxe d'habitation, véritable bombe à retardement pour le fonctionnement de nos communes. La désindexation des allocations familiales, la baisse du montant du plafond de la PAJE, la baisse du plafond de la prime de naissance constituent aussi de multiples attaques à notre politique familiale et c'est également une perte du pouvoir d'achat pour les familles. La hausse de la fiscalité sur les PEL, dont les intérêts sont désormais taxés à 30% alors qu'ils étaient exonérés d'impôts depuis 12 ans, accable également les petits épargnants.
Encore pire, la France détient aussi le record européen de la taxation des entreprises. Monsieur le Premier ministre, j'ai presque peur d'en oublier, tellement la liste de vos nouvelles taxes est longue. Et si, comme cela ne suffisait pas, vous vous êtes aussi attaqué aux citoyens qui ont le malheur de rouler en voiture. 7 Français sur 10 utilisent leur voiture pour aller travailler. Cette proportion chute à 12% à Paris, mais vous conviendrez comme moi que tous les Français n'ont pas la possibilité de prendre le vélo ou le métro pour aller travailler. Depuis des mois, nous avons dénoncé l'injustice de vos décisions concernant la politique de fiscalité énergétique. Et votre majorité a vite eu tendance à grossir le trait, de nous accuser de ne pas défendre la cause environnementale. À cela, je répondrai que la ficelle est un peu grosse. En tant qu'élue d'un territoire de montagne, je connais et je vis tous les jours sur le terrain ces problématiques de qualité de l'air, notamment dans la vallée de l'Arve et le secteur d'Annecy. C'est une réalité face à laquelle nous sommes fortement mobilisés au niveau local, notamment pour développer des solutions alternatives et aider les particuliers avec le fonds Airbois. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas faire toujours plus d'écologie, des taxes et des impôts en tapant sur les Français, en les traitant de pollueurs. Les gens qui prennent la voiture le matin, ce n'est pas parce qu'ils veulent polluer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Il faut donc les aider et les accompagner. Nous ne croyons pas en une écologie du bâton, mais à une écologie qui tend la main. Et c'est là notre différence fondamentale. Par votre politique fiscale injuste, vous avez aussi divisé profondément la France. Depuis votre arrivée au pouvoir, vous n'avez eu de cesse d'opposer les Français les uns aux autres. Les retraités, qui n'ont donc pas le droit de se plaindre après avoir travaillé toute leur vie, selon le président, contre les actifs. Les Français des métropoles contre ceux de province. Ceux qui conduisent une voiture contre ceux qui prennent le métro ou des trottinettes. Monsieur le Premier ministre, il faut arrêter cette folie fiscale. Il faut rendre cet argent aux classes moyennes qui étouffent, à la France qui travaille et qui ne voit plus le bout du tunnel. Et il ne faut pas se pencher sur l'utilisation de l'argent des contribuables dans notre pays. Aujourd'hui, les Français demandent avec bon sens comment tout cet argent est utilisé, et il a raison. Si la qualité des services publics se mesurait au taux de prélèvement obligatoire, la France serait championne du monde. Nous avons un taux record de prélèvement obligatoire qui n'a cessé d'augmenter et un niveau de service public dans nos territoires qui n'a cessé de se dégrader. Si la solution était toujours d'augmenter les dépenses et les impôts, ça se saurait. C'est ce que fait la France depuis 40 ans. Vous devez donc avoir le courage de réduire la dépense publique et comme cela fut déjà le cas, je l'affirme clairement devant cette Assemblée, vous pourrez compter sur les Républicains pour vous faire des propositions de libération fiscale. Nous avons d'ailleurs mis sur la table un plan de 20 milliards d'euros d'économies par an pour libérer la France de ce fardeau fiscal le 9 novembre dernier. Des propositions concrètes et de bon sens dont vous devriez vous inspirer. Cela part pourtant d'un principe simple. Il faut faire des économies pour baisser les impôts. A contrario, les 2 premières années du budget du quinquennat Macron augmentent de 44 milliards d'euros la dépense publique. C'est même plus que sous François Hollande. Nous serons donc au rendez-vous de la réforme fiscale, par esprit de responsabilité comme nous l'avons été. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue de cette motion aujourd'hui présentée par les groupes LFI, PS et communistes. La responsabilité politique, le sens de la mesure, de ce qui est faisable, souhaitable, réaliste. Car je le répète, la situation est grave. Dans le JDD du week-end dernier, nous apprenions que 7 Français sur 10 estiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, que plus de la moitié des Français considèrent aussi que les changements entrepris par Emmanuel Macron ont eu des effets négatifs sur le pays. Et 61% estiment que la politique du gouvernement a eu des effets négatifs pour soi ou ses proches. Ne laissons pas notre pays se déliter, notre nation s'effondrer. Nous vous demandons une attitude responsable, à l'écoute, sans marcher avec des œillères comme vous venez de le faire depuis plus d'1 an et demi. Le cap était mauvais, la méthode catastrophique. L'heure est à une remise en question salutaire qui impose de la modestie et de l'écoute. Parce qu'il s'agit de gouverner la France, un devoir et une responsabilité historique qui vous ont été offerts et pas une start-up nation jupiterisée, aujourd'hui largement mise sur la touche. En ce sens, nous ne voterons pas cette motion dont le contenu est très éloigné de nos propositions. Il ne s'agit pas de mettre en cause la responsabilité du gouvernement, mais plutôt que le président se responsabilise. D'ailleurs, dans son dernier livre « Qu'est-ce qu'un chef ?», le général d'armée Pierre de Villiers rappelle que pour bien diriger, il faut d'abord se diriger soi-même. Je vous remercie.